Serge Beckett, qui n'est pas là ce soir, comme vous aurez pu vous en rendre compte, est quand même là, par la magie du téléphone. Et Serge, que je salue, je pense que vous êtes à l'antenne, mon cher ami. Oui. Bonsoir. Bonsoir, mon Daniel. Merci. Alors voilà, j'ai commencé sur un ton peut-être un petit peu léger cette émission, mais le sujet que vous souhaitiez aborder, dont vous souhaitiez faire part à nos auditeurs, n'est peut-être pas un sujet d'une grande drôlerie en vérité. Non, c'est pas vraiment un sujet d'une grande drôlerie. Cet après-midi, les personnes qui étaient au tribunal de grande instance de Créteil ont pu assister à un véritable acte de terrorisme judiciaire. C'est assez rare pour être souligné. C'est en effet cet après-midi à 1h30 que le tribunal a rendu son jugement à la suite de l'affaire Beljanski. Alors était poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie, Monique Beljanski, la veuve du chercheur Mirko Beljanski, qui est l'inventeur d'un traitement contre le cancer et le sida, et les représentantes de l'association de défense de Beljanski, le CIRIS, qui sont tous des bénévoles. Le tribunal présidé par Madame Bénédicte Piala a donné droit au réquisitoire qui, il faut le dire, a été particulièrement insultant, violent et haineux du substitut Frédéric Campi. Et le tribunal a infligé aux prévenus des peines extrêmement lourdes. 18 mois de prison avec sursis et 200 000 francs d'amende à Mme Beljanski. 12 mois de prison avec sursis et 100 000 francs d'amende pour les animateurs de l'association Gérard Vedlich et M. Boquet. Il faut savoir que Gérard Vedlich, que j'ai reçu souvent à Radio Courtoisie, était un CRS maître nageur sauveteur qui fut contaminé il y a 17 ans en pratiquant le bouche à bouche sur un noyer sidaïque. Il avait été condamné par la médecine à l'époque. Il rencontre le professeur Beljanski, tout à fait par hasard, et accepte d'être un des tout premiers malades à bénéficier du traitement. Depuis, selon sa propre expression, Gérard est un survivant illégal. Et ça fait 17 ans qu'il est un survivant illégal et qu'il est en pleine santé. Par reconnaissance, il avait accepté de présider l'association CIRIS, qui défend la mémoire et qui propage les découvertes du professeur Beljanski. Et c'est également par reconnaissance et par solidarité qu'en 1996, après une incroyable nuit de folie, au cours de laquelle, dans toute la France, des commandos du GIGN ont enfoncé les portes des patients soignés par la méthode Beljanski, saisi les médicaments et embarqué les malades en garde à vue, à la suite de cette nuit, donc, Gérard Vedlich avait exigé d'être inculpé avec ses bienfaiteurs, alors qu'il n'avait absolument aucune raison d'être inculpé. Quant à M. Boquet, l'autre condamné de cette affaire, il s'était engagé dans le CIRIS, comme bénévole également, par reconnaissance lui aussi, puisque sa femme, qui était une victime du sang contaminé, sida et hépatite C, avait également été sauvée par le professeur Beljanski. Il faut savoir que la justice n'est pas bornée à matraquer ses bénévoles, et ces bénévoles qui se sacrifient depuis des années pour essayer de sauver des malades. Elle a déclaré irrecevables toutes les associations qui s'étaient portées au secours et à l'aide des prévenus. En revanche, toutes les associations qui avaient porté plainte, à savoir l'Ordre des pharmaciens, la Ligue contre le cancer, j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à méditer cet aspect de la chose. La Ligue contre le cancer qui passe son temps à faire des affiches, à faire des publicités pour réclamer du fric, s'était constitué partie civile dans cette affaire. Et le lobby des homosexuels révolutionnaires ACT UP ont reçu des dommages et intérêts très importants de l'ordre de 50 000 francs par association. À quel titre alors ils ont reçu des indemnités? À titre de plaignant, parce qu'il semble que le fait que le professeur Beljanski ait invité un traitement contre le cancer, évidemment, on comprend très bien que ça emmerde l'ordre des pharmaciens et le lobby des laboratoires, parce que ça risque de leur faire perdre du fric. On comprendra bien que les associations qui font la quête pour financer les travaux contre le cancer soient embêtés, parce que s'il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de quête. Donc on voit bien pourquoi ils ont besoin de dommages et intérêts. Je rappelle quand même que M. Lumière disait au début du siècle que le cancer faisait vivre plus de gens qu'il n'en tuait. Apparemment, ça n'a pas changé. En plus de ces condamnations très lourdes,
je le répète, 18 mois de prison avec sursis, 200 000 francs d'amende. Fortes amendes. 12 mois de prison avec sursis, 100 000 francs d'amende, plus 50 000 francs de dommages et intérêts à chaque association, plus les frais de justice, plus, enfin, toute la kyrielle habituelle des condamnations annexes. Les condamnés, en plus de ça, les condamnés devront faire publier ce jugement dans la presse à leurs frais à concurrence de 40 000 francs. Et accessoirement, on leur a fait savoir qu'ils étaient mis à l'épreuve pendant 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, s'ils se font remarquer, si par exemple Mme Beljanski persiste, ou si Wedlich persiste à défendre les droits des malades, à choisir la façon dont ils sont soignés, eh bien, ils iront en prison. Alors, c'est tout à fait extraordinaire parce que je voudrais quand même souligner un aspect de cette chose qui me paraît essentiel. C'est que si les pharmaciens, si les médecins qui se portent partie civile dans ces affaires pouvaient arguer de succès constant dans la lutte contre le cancer, on comprendrait qu'ils fassent ça. En disant, mais nous, on guérit les gens. Donc, on a le droit de les empêcher de choisir des thérapies alternatives, puisque c'est pour leur bien. Mais pour autant que je sache, il n'y a pas encore un médecin, il n'y a pas encore un laboratoire pharmaceutique qui peut se vanter d'avoir trouvé le remède miracle contre le cancer. Donc, tant qu'à mourir, si les gens préfèrent mourir en prenant du Beljanski plutôt qu'en recevant les saloperies de la chimiothérapie ou en étant brûlés à petit feu par la radiothérapie, c'est quand même eux que ça regarde, les citoyens. Et c'est quand même extraordinaire de poursuivre des gens comme M. Bocquet ou comme M. Wedlich qui ont simplement fait le choix du libre exercice de leur liberté thérapeutique. Alors bien sûr, je pense que les condamnés vont faire appel. Voilà, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'ils ont l'intention de faire appel? Parce que moi, ils m'en ont pas parlé. J'ai eu des informations par un ami qui était allé assister au procès. Je pense qu'ils vont faire appel. Ça paraît assez évident. Mais enfin, il faut quand même souligner un autre aspect de cette affaire qui me paraît important également. C'est le caractère totalement disproportionné de ces condamnations. Parce qu'à l'heure actuelle, vous pouvez aller dans n'importe quel tribunal français, assister à des audiences où vous voyez comparaître des trafiquants de drogue, je vous garantis que vous ne verrez jamais un dealer prendre 18 mois de prison et 200 000 francs d'amende. Ça n'existe pas. En général, ils sont remis en liberté à l'audience avec une admonestation du président. Quand c'est pas des gros trafiquants de drogue, c'est ce qu'on appelle des petits dealers, c'est-à-dire au lieu de vendre des tonnes de merde, ils la vendent au kilo, eh bien, ils sont généralement remis en liberté. Donc, c'est une justice de folie, ça. Oui. Alors, pour l'instant, il faut ajouter une chose, c'est que la justice n'a pas osé aller jusqu'à interdire la circulation de l'information sur les travaux du professeur Beljanski. Il est donc encore possible, il est nécessaire, il est impératif de s'informer sur la réalité de cette méthode, sur ses effets, et sur la véritable guerre que les mafias du médicament ont déclaré à Beljanski, mais à bien d'autres. J'ai là un dossier que je vais bientôt sortir sur un chercheur qui a été obligé de se réfugier en Irlande, parce qu'il est traqué pour les mêmes raisons. Il y a des gens qui sont partis aux États-Unis, il y a des gens qui se sont suicidés, des chercheurs qui sont suicidés à cause des persécutions épouvantables, des persécutions judiciaires, des persécutions policières, des persécutions fiscales qu'on leur faisait subir parce qu'ils proposent des thérapies alternatives. Simplement ça. Donc, il faut se renseigner sur ces sujets-là. Pour se renseigner, vous pouvez commander le numéro spécial de Dialogue, qui est extrêmement intéressant, qui, je le répète, contient des articles tout à fait détaillés sur la méthode, sur les travaux de Beljanski, et qui contient des témoignages stupéfiants de gens qui ont été soignés et guéris par Beljanski. Et ce sont des gens qui écrivent sous leur nom, qui indiquent leur adresse et leur numéro de téléphone. On peut donc lire les articles et leur téléphoner ensuite en disant « Est-ce que c'est vrai? Racontez-moi ». Et ce sont des gens qui ne sont pas des sauteurs, ne sont pas des rigolos, ce sont des gens sérieux. Il y a des professeurs d'université, il y a des hommes d'affaires, il y a des fonctionnaires, il y a toutes sortes de mères de famille, toutes sortes de gens qui ont pignon sur rue, qui sont des gens sérieux, qui donnent leur numéro de téléphone. On peut donc vérifier. Alors, vous pouvez donner l'adresse de Dialogue, alors? Ce numéro de Dialogue, on peut se le procurer en envoyant 2 carnets de timbre à 3 francs, c'est-à-dire 60 francs en timbre à 3 francs, au CIRIS, C-I-R-I-S, qui est une association à but non lucratif présidée bénévolement par Gérard Wedlich, le CIRIS, C-I-R-I-S, 16
chemin de Saint-James, 17 550 17550, Dolus, D'Oléron. C'est dans l'île d'Oléron. Dolus, D-O-L-U-S, D'Oléron, D'-O-L-E-R-O-N. Voilà. 60 francs en timbre, vous recevrez. C'est un véritable petit bouquin, c'est du format d'un magazine avec dos carré. Et il y a, je sais pas combien, 150, disons 130, 150 pages d'informations et de témoignages. De témoignages, très simple, c'est très lisible, c'est extrêmement intéressant. Et le ton en est assez vigoureux, il faut le dire. C'est quand même des gens qui se battent pour... Donc c'est pas pour vous déplaire, Serge. Non, ça ne me déplaît pas, évidemment, mais ce sont des gens qui combattent pour une liberté qui est une liberté essentielle. Je pense que ça fait aussi partie des libertés. Oui. Voilà, et puis si on veut manifester son soutien à Gérard et aux autres membres de l'association qui ont été condamnés, eh bien on peut leur écrire à la même adresse, Iris, 16 chemin de Saint-James, 17 550 Dolus d'Oléron. Parfait, Serge, peut-être en parlerez-vous également dans votre libre journal papier? Oui, je prépare un article. Donc vous pourriez nous redonner peut-être l'adresse pour les auditeurs. Alors c'est un peu compliqué, c'est 4 place France Liszt. Le musicien, 75 010 Paris. Très bien. Et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine? Si Dieu veut. Dieu le voudra certainement. Je souhaite à tous les auditeurs de Radio Courtoisie de très bonnes fêtes de l'Ascension. Et vous-même aussi, Serge. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous garde. Que Dieu le garde, au revoir. Voilà, c'était une information que Serge de Bekech tenait à donner à nos auditeurs. Évidemment, ce sont des sujets extrêmement troublants. Bon, on ne va pas débattre sur ce thème particulier, mais par contre, j'aimerais maintenant que nous commencions notre émission avec Michel de Poncin et maître Patrick Simon. Eh bien, rebonjour. Donc, nous avons maître Patrick Simon qui a écrit un livre, parmi d'autres, La main invisible et le droit. Et je mentionne tout de suite que ce prix va obtenir bientôt, au cours d'une cérémonie, le prix Renaissance de l'économie. Je précise tout de suite les données principales. La remise de prix a lieu le 30 mai à 19h30 dans les salons de Novotel 257 rue de Vaugirard, Paris 15e. Le prix sera remis par monsieur Jean Foyer, qui est de l'Institut et ancien garde des Sceaux. Et je donne 2 indications pratiques. Vous pouvez téléphoner au Cercle Renaissance au 01 42 27 48 22 pour vous inscrire pour le dîner, parce qu'il s'agit d'un dîner, ou vous pouvez envoyer un chèque toujours au Cercle Renaissance, au 138 rue de Tocqueville, 75 017 Paris. Le prix est de 450 francs par personne, mais si vous venez à 2, c'est 380 francs par personne. Donc je répète les 2 téléphones, 01 42 27 48 22, et puis l'adresse, Cercle Renaissance, 138 rue de Tocqueville, 75 017 Paris. C'est la remise du prix Renaissance de l'économie à Patrick Simon le 30 mai 2001. Alors, Patrick, j'ai lu votre livre. Je l'ai même relu, ce qui est rare pour moi. Et même j'ai mis dans ma bibliothèque, ce qui est encore plus rare. Mais une remarque que j'ai faite dès le début, c'est que vous accusez en quelque sorte les dérives de la législation positive, c'est-à-dire de la multiplicité des lois que nous avons. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce point? Certainement, c'est assez simple. Vous avez 2 sortes de droits, si on peut dire. D'ailleurs, je pense que même à Radio Courtoisie, si on interrogeait les auditeurs, si on faisait un petit sondage en leur disant, à votre avis, qu'est-ce que c'est que le droit? Je crains, bien qu'il n'y ait pas une majorité de gens de gauche parmi vos auditeurs, allez savoir. Je crains quand même que la réponse ne soit le droit, c'est la loi. Tout le monde pense comme ça, beaucoup de gens pensent comme ça. Et en réalité, le droit, c'est pas la loi du tout. La loi, la législation... Parlez bien près du micro, mon cher. La législation, c'est le résultat des actions gouvernementales successives, mais ça ne correspond pas à ce que j'appelle le droit naturel ou le droit non décrété, le droit spontané, si vous voulez. Vous avez 2 sortes de droits. Le vrai droit et le droit qui se découvre.
L'homme se penche sur le réel et essaye de trouver le juste dans le réel. Et puis vous avez une autre approche qui est justement ce que vous indiquiez, Michel, c'est-à-dire l'approche positiviste, qui consiste à utiliser la loi non pas pour rechercher le juste, mais pour imposer par la contrainte une solution qui va dans le sens d'un certain type d'électorat pour favoriser tel ou tel. Alors le critère n'est plus la justice, mais la faveur. Par exemple, je vais faire une loi sur le contrat de location qui va donner des avantages aux locataires contre le propriétaire. Je vais faire un code du travail qui va donner des avantages à l'employé contre l'employeur. C'est une privilégiature, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est une sorte de législation par le privilège. Voilà, mais un privilège sans service rendu, comme sous l'Ancien Régime, précisons bien les choses. Sans service rendu, oui. Quoiqu'à la fin de l'Ancien Régime, je ne sais plus s'ils étaient beaucoup rendus, mais ça serait un autre débat. Ils ont été longtemps rendus. Ils ont été longtemps rendus, parfaitement. Alors là, il n'y a plus de service rendu, on le voit d'ailleurs aujourd'hui par les abus de l'exercice de ces droits. Et les exemples sont multiples. On n'a pas assez de temps pour le faire, mais un autre exemple bien symptomatique, c'est le monopole des dockers, qui existe toujours, contrairement à ce qu'on croit. Il n'a pas été supprimé partout, mais il a été réduit. Quoi qu'il en soit, le monopole des dockers est un exemple typique où on a réservé l'exercice d'une profession simple, charger et décharger des navires, c'est à la portée de beaucoup de gens, à une certaine caste. La caste, évidemment, que contrôle un parti politique. C'est pas très grave, puisque, comme de toute façon, ils sont en grève constante et que les bateaux n'accostent plus dans ces ports, le syndicat lui-même va disparaître du fait qu'il n'y aura plus rien à débarrasser. C'est justement une des choses que je développe, une des remarques que je développe dans le livre, c'est que parmi les victimes du privilège, de la faveur, il y a bien sûr tous ceux qui n'en bénéficient pas. Mais il y a aussi, et ça c'est une grande leçon sans doute que nous donne la divine providence, il y a aussi les bénéficiaires eux-mêmes. Car ces bénéficiaires, comme les dockers par exemple, pour prendre cet exemple simple, ils se sont finalement causés du tort à eux-mêmes, car de plus en plus, les gens vont faire décharger ou charger leur navire à Anvers, à Rotterdam, à des endroits. Mais alors c'est une accusation formidable contre tout le système législatif actuel, parce que finalement si vous appliquez cette grille de lecture à toutes les lois, c'est tout à fait considérable. On s'imagine profiter de quelque chose et puis on n'en profite pas. On n'en profite pas. On n'en profite pas, mais on ne s'en rend pas compte, car l'intérêt du pouvoir politique, l'intérêt de l'État, est de s'appuyer sur une caste qui croit bénéficier, qui croit de façon illusoire bénéficier de ses faveurs, et qui est en somme un grand supporter. Oh, j'utilise un mot anglais. Non, on dit supporter. Mais alors, il soutient ce projet. Par exemple, si on veut donner une subvention à un chantier naval, le chantier évidemment va utiliser tous les moyens possibles pour essayer de l'avoir. Alors que de l'autre côté, c'est une masse de contribuables qui sont... Oui, mais alors vous êtes en train de dire que les élus, à la recherche de leur réélection et donc de leur futur enrichissement ou de prolongation de leur enrichissement, vendent en quelque sorte leur voix pour acheter les faveurs de telle ou telle corporation. C'est ça. Ce n'est pas que moi qui le dis, c'est des Américains, des économistes américains de l'école du public choice, comme James Buchanan, et bien avant un écrivain français, Frédéric Bastiat, ont développé ces théories. C'est les théories de l'achat des voix. C'est une opération à trois. Vous avez le politique qui attribue l'avantage, votez pour moi et je vous donnerai par la loi cet avantage. Vous avez le bénéficiaire qui est content de pouvoir bénéficier de cet avantage, et puis vous avez le cocu de l'histoire, c'est-à-dire celui au détriment duquel la loi... Alors tout ça, évidemment, on est très loin de l'ordre naturel de la loi. Je vous donne un exemple tout simple. Dans le Code civil, il y a une règle qui est toute simple. Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer. On est responsable de sa faute. Il n'y a pas besoin de l'écrire d'ailleurs. Même si c'était pas écrit, ça existerait. Bon, ça c'est ce que le philosophe Hayek, moi je suis un libéral donc je cite pas mal de penseurs libéraux, le philosophe Hayek appelle une règle de juste conduite, c'est-à-dire qu'elle est neutre
et elle est valable en tout temps, en tout lieu, pour toute société, quelle que soit la société et son développement. Bon, il est clair que les règles qui caractérisent le code du travail, qu'on devrait plutôt appeler d'ailleurs le code du chômage, ça caractériserait mieux son effet bénéfique, ou les règles du contrat de location, ou les règles du contrat d'achat de biens de consommation, etc., etc. Ce ne sont pas des règles de juste conduite, mais ce sont des règles de distribution de faveurs. Et donc le droit est devenu, par ces bricolages permanents depuis un siècle, effectivement, par l'abus de cette législation, est devenu complètement bricolé, fabriqué et nocif, puisqu'il empêche les individus. Alors d'abord, il a un effet contre la liberté, ça nous le connaissons, nous pouvons le voir, mais il a un effet plus grave dont les gens ne s'aperçoivent pas. C'est qu'il empêche à la connaissance de progresser. Car pour progresser, il faut que vous puissiez comparer. Vous achetez des produits, vous en trouvez un mieux qu'un autre, etc. Mais lorsque vous vivez dans un univers où la loi est obligatoire, où on ne peut pas y déroger, vous n'avez plus de raison de vous poser de questions. Vous vous soumettez à la loi parce que vous ne pouvez pas vous y soustraire. Au contraire, si vous avez la possibilité, comme cela existe, avec le Code civil, les lois sont supplétives, le législateur vous donne cette solution, mais vous pouvez en choisir une autre. Mais vous êtes en train de dire que dans le Code civil, et j'ai oublié mes études de droit sur ce sujet, dans le Code civil, les lois étaient supplétives, elles n'étaient pas d'ordre public. Oui, pas toutes. Il y a certaines qui sont des lois d'ordre public, mais enfin en très 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 grande majorité. Attendez, qu'entendez-vous pour nos auditeurs, loi supplétive? C'est très simple. Ça veut dire que quand vous concluez un contrat, vous n'êtes pas obligé d'appliquer les lois, les règles prévues par la loi pour ce contrat. Vous pouvez en choisir d'autres. Vous pouvez choisir la loi si ça vous plaît, le régime de la loi. C'est le régime supplétif au cas où vous n'avez pas choisi autre chose. Mais vous pouvez choisir autre chose. Et par exemple, tout le contrat de vente, mis à part quelques dispositions sur le vice caché, les règles sont supplétives. Vous pouvez en choisir d'autres. Par exemple, dans la loi des associations, on peut se déterminer soi-même pour son association, mais si on ne précise pas un point, c'est la loi qui s'applique. Exactement. Elle s'applique à titre subsidiaire, voilà, en somme. Supplétif est proche de subsidiaire. Mais Daniel Ami vient de parler des associations. Si on parlait des sociétés, je ne sais pas si c'est dans votre livre que j'ai lu ça ou ailleurs, mais les sociétés dans les pays anglo-saxons, les statuts sont bien plus libres qu'en France, alors qu'en France, on est très enserré dans des statuts précis. Tout à fait. Est-ce que le droit invisible est plus développé dans les pays anglo-saxons? Il est plus développé dans les pays anglo-saxons, mais dans beaucoup d'autres pays, puisque nous avons un jacobinisme beaucoup plus marqué. Donc c'est vrai que ce que les Anglais appellent la common law, que nous appelions autrefois la coutume, le malade imaginaire, on dit ça, mais vous ne pouvez pas déshériter vos enfants, et pourquoi ne le pourrais-je point? Et on répond, le notaire répond à Argan, mais parce que... Alors aujourd'hui, il dirait la loi vous l'interdit, et à l'époque, il dit parce que la coutume s'y oppose. Donc, nous aussi, en France, nous avions un droit coutumier, et qui a été en somme codifié, qui ont donné lieu au Code civil. Et donc, tous ces vieux droits, ils ne font que mettre par écrit des règles que l'homme connaît déjà. Non, ce n'est pas totalitaire. Ce n'est pas dictatorial, on n'oblige pas les gens à faire ceci ou cela. Alors évidemment, c'est un droit complètement différent parce que c'est un droit qui est non seulement libre et spontané, mais qui peut permettre d'expérimenter. J'en reviens au point que j'évoquais tout à l'heure, c'est que quand vous pouvez expérimenter plusieurs règles, commence alors un processus que Hayek appelle un processus de découverte de connaissances. C'est-à-dire que vous allez petit à petit voir, en expérimentant, quelle est la règle la plus efficace, quelle est la règle la meilleure. Et c'est par cette émulation que l'homme peut progresser. Et en droit européen, nous avons cette chance. Moi, je sais que vous n'êtes pas tous ici des zélateurs du droit européen. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien le droit européen, pas celui de Maastricht d'ailleurs, mais celui qui a été conçu par le traité de Rome, parce qu'il a introduit ces mécanismes qui sont des mécanismes de concurrence, de compétition des règles et des États entre eux. Mais évidemment, nous, à bien des égards, nous passons à côté de cela, parce que, de plus en plus,
on impose et on empêche aux gens d'expérimenter. Mais alors vous êtes en train de dire, d'ailleurs je crois que c'est mis dans le livre, que le droit européen est plus libre que le droit français, et donc pour vous, avocat, c'est tout de même un point d'appui, mais alors que par ailleurs, cette Europe est tout à fait totalitaire, puisqu'elle inonde l'Europe de lois, de règlements, etc., sur d'autres points. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Tout à fait. Ah, mais oui, la contradiction, elle existe, et c'est la contradiction entre l'Europe, le droit de la Cour de Luxembourg, qui est libéral, et du traité de Rome, et le droit de la Commission de Bruxelles, qui ne l'est pas, et qui est au contraire, lui, dirigiste, et qui s'occupe de l'essieu, de décréter combien il faut de diamètre à une tomate, ou combien il faut de centimètres à l'essieu d'un camion. Alors ça, évidemment, c'est tout à fait dommageable. Mais donc il y a deux aspects différents dans l'Europe. Absolument. Il y a du bon et du mauvais. Oui, d'ailleurs, c'est là-dessus que Claude Reichmann s'est appuyé pour obtenir, je crois, des avantages. Mais c'est là-dessus que moi, je me suis appuyé dans des procès, et d'autres aussi, pour contester l'application de lois socialistes. Par exemple, la loi Lang, elle a été contestée au nom de l'Europe. Vous savez, cette loi qui interdit, typiquement socialiste, puisqu'elle interdit d'abaisser les prix pour les pauvres. Mais par exemple, vous avez dit que, justement, les agents commerciaux, on a voulu les protéger, je vois ça à page 159 du bouquin, on a voulu les protéger en leur donnant d'immenses indemnités calculées sur les commissions, etc. Et finalement que ça s'est retourné contre eux et que les entreprises ont trouvé une parade pour se passer... Tout à fait. Et la parade, c'est d'aller se placer sous l'empire du droit anglais. Ah oui, c'est ça. Qui devient en somme une sorte d'Eldorado juridique où la liberté est plus développée qu'ailleurs. Mais alors finalement, est-ce que même le Code civil n'est pas de trop? Parce que si je comprends bien le Code civil, Napoléon, tout au moins ses collaborateurs, ont codifié des usages existants, mais est-ce que c'était vraiment déjà une nécessité de codifier? Je vous dirais qu'on aurait pu s'en passer. Ah oui, c'est formidable. Mais on aurait pu s'en passer. Mais, maintenant, on est tellement loin de tout ça, parce que si vous voulez, là-dessus, c'est abattu la chape de plomb du dirigisme. Mais si même on avait simplement le Code civil, nous serions dans un univers beaucoup plus libre et beaucoup plus libéral qu'on ne l'est aujourd'hui. Et il est certain, mais parce que le Code civil a consisté à rédiger, à mettre par écrit, c'était l'œuvre de Portalis, Bigot de Préameneux et les différents rédacteurs de Napoléon, et de mettre donc par écrit des règles qui étaient pratiquées dans l'ancien droit. Et ce sont, encore une fois, là, c'était des règles neutres. Quand vous avez les règles sur la subrogation, ça n'a rien de spécialement nouveau. Les règles sur la bonne foi, elles existaient avant. Les règles sur la force majeure, l'exception de force majeure qui permet à un contrat d'être suspendu, toutes ces choses, on n'a pas assez de temps, mais il y a dans le droit non écrit des tas de choses extrêmement subtiles, extrêmement sophistiquées, qui n'ont pas le côté primitif de la loi de faveur, et qui existaient dans l'ancien droit, et qui existent dans le Code civil, qui ont été reprises, et qui existent d'ailleurs de façon assez succincte. Le Code civil n'a pas cette logorée verbale et pachydermique des gens qui écrivent des lois souvent aujourd'hui. C'est une phrase ou deux traits. Et là-dessus, pendant des décennies, voire des siècles, la jurisprudence va développer. Pensez que juste il a été écrit qu'on est responsable des dommages causés par les objets qu'on a sous sa garde, écrit en 1804, et ça régit les accidents automobiles. L'automobile n'existait pas. Ça, c'est du droit supérieur, c'est-à-dire écrit par des esprits qui ont l'esprit de synthèse français et qui ont su concevoir des règles de juste conduite abstraites. Mais je crois que tout ça est fondé quand même sur il y a deux anthropologies différentes, qui organisent ces deux façons de penser, d'exprimer le droit. Il y a une anthropologie très chrétienne, très évidente, parce qu'on connaît l'homme, et connaissant l'homme, on sait comment il doit faire, on connaît ses défauts, on connaît ses qualités. Et l'autre, par contre, elle est justement... confiance à l'homme, disons celle-là. Voilà. Et l'autre, elle parle d'un homme en général, d'un homme avec une hache de majesté, mais qu'on ne voit nulle part ailleurs, comme disait le philosophe. Moi, je connais des Italiens, des Russes, des Espagnols, mais je connais pas jamais rencontré d'homme de ma vie, jamais. Bon. Et ça, c'est vrai, on est vraiment dans le monde positiviste, très révolutionnaire, le contexte extrêmement révolutionnaire. Mais moi, j'ai un espoir aujourd'hui. Et il y a un fort espoir qui se pointe, c'est que ce monde primitif, il va pas pouvoir y arriver. Nous entrons dans un monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus difficile. Il devient de plus en plus difficile d'avoir une solution monolithique à tout. Donc, dans cette course
entre la réglementation systématique et la liberté juridique, je pense que c'est la liberté qui va gagner. Et on voit déjà qu'un grand nombre de situations ne peuvent pas... Vous comprenez, quand vous êtes dans une société où les rôles sont très limitativement prévus, hein, beaucoup de gens font la même tâche, c'est l'ère des masses. Bon, mais nous sommes sortis de l'ère des masses. Et en sortant de l'ère des masses, nous pouvons avoir l'espoir que le droit que la législation primitive ne parvienne plus à régler ce genre de problème. Mais alors votre optimisme est très intéressant, mais il y a une force considérable contre cet optimisme, c'est la volonté des élus et en vue de leur enrichissement, parce que vous remarquez, dès qu'il y a un petit problème, une firme qui ferme ou un accident de voiture ou n'importe quoi, le gouvernement, pour justifier sa présence, sa richesse, etc., concocte une loi nouvelle, qui peut être d'ailleurs contradictoire, en complication, plus personne n'y comprend rien. On la voit d'ailleurs actuellement avec le scandaleux projet pour empêcher les différentes entreprises de faire des plans sociaux. Le Marks & Spencer, Danone, etc. Et effectivement, c'est toujours des projets qui sont conçus pour empêcher les gens d'exercer leur liberté. Et d'ailleurs, il y a un exemple formidable. Et pour faire fuir les investissements vers d'autres pays. Parce que finalement, Marks & Spencer, ce sont des magasins. Les gens des magasins font grève. S'ils font grève, il est évident que les investisseurs qui pourraient racheter les magasins, c'est-à-dire d'autres chaînes américaines, japonaises, etc., ceux-là vont s'enfuir en disant jamais on va racheter le magasin. Alors qu'au fond, s'ils rachetaient le magasin, on reviendrait tout de suite caissier dans le magasin. Voilà. Puisque c'est bête comme le boycott des produits Danone. C'est une chose absolument... non seulement c'est illégal, mais en plus c'est bête. Franchement, faut le faire. Mais écoutez, s'il y avait un pouvoir libérateur en France, parce qu'il faudra se libérer de tous ces politiques de tous ordres qui nous exploitent depuis 50 ans, est-ce que ce pouvoir libérateur essaierait de revenir pas à pas vers le Code civil? Bien sûr, c'est l'espoir d'un grand projet libéral français. Moi, personnellement, je crois beaucoup en Alain Madelin. Je pense, mais il n'y a pas qu'Alain Madelin, il y a des tas d'autres hommes politiques en France à droite qui pourraient avoir un grand projet de réforme libérale, c'est-à-dire une chose qui serait très simple. Au lieu de faire une nouvelle loi qui serait un jour détruite par l'adversaire, donner simplement la possibilité aux gens de choisir d'autres règles que celles que la loi impérative leur impose. Moi, je serais assez d'avis, vous voyez, de faire une espèce de petit jeu. Alors là, c'est comme un peu bête ce que je veux dire, mais par exemple, si le gouvernement veut faire une nouvelle loi, il faut qu'il en supprime 100 autres. Oui, non, mais pourquoi pas? Mais sans vous n'aurez pas le droit. Enfin, il faut c'est 1%. Ah oui. Pour une nouvelle, en les ensemble. Remarquez, vous êtes un petit peu optimiste en disant il y a des hommes politiques qui pourraient. Moi, je crois qu'il n'y a aucun homme politique connu qui pourrait. Je crois qu'il faudra sortir de cette génération d'hommes politiques. Parce que ils vous feront des promesses et ils feront pas. Puisque depuis 50 ans, on va voir ce que va faire M. Berlusconi en Italie. Mais moi, j'ai pas mal d'espoir de ce côté-là. De ce côté-là, oui. On a bien vu ce qu'a fait Mme Thatcher, un grand retour à la liberté contractuelle. Ça, c'était sensible en droit anglais. On a vu ce qui s'est passé sous M. Reagan aux États-Unis. Mais pas en France. Il faut d'autres hommes. Oui, on est le pays évidemment le plus arriéré et le plus à gauche de la communauté européenne. Donc, c'est pour nous, pour le moment, nous sommes la lanterne rouge. Mais vous savez, parfois, l'histoire n'est écrite nulle part et les choses peuvent changer. Oui, je crois qu'elle peut être écrite par d'autres que les hommes politiques. Merci beaucoup, mon cher maître. Oui, on aura l'occasion peut-être de vous entendre sur Radio Courtoisie, parce qu'il y a 2-3 petites pistes comme ça que m'avez ouvertes que j'aimerais bien faire débattre avec quelques-uns de mes amis. Ce serait très agréable. Avec plaisir. Merci, Michel Lebonsam. Alors, bravo pour le prix Renaissance que vous allez recevoir donc le 30 mai à 19h30 à l'hôtel Novotel 257 rue de Vaugirard. Pour vous inscrire, vous pouvez téléphoner au Cercle Renaissance au 42 27 48 22 ou encore envoyer votre formulaire de réservation avec un chèque de 450 francs ou de 2 fois 380 francs si vous êtes deux, et il faut l'envoyer au Cercle Renaissance 138 rue de Tocqueville 75 017 Paris. Donc c'est bien le mercredi 30 mai, la remise du prix à Patrick Simon, avocat, par monsieur Jean Foyer, ancien ministre. Je voulais dire sur Jean Foyer que je suis très touché
de recevoir ce prix de la part de Jean Foyer, que je considère comme un des meilleurs gardes des Sceaux qu'on ait eu, et comme surtout un grand juriste qui a fait des grandes réformes précisément un grand constitutionnaliste, libérales. Oui, tout à fait. Alors bon, peut-être on pourrait rappeler quand même que votre ouvrage, qui s'appelle La main invisible et le droit, a été publié aux éditions des Belles Lettres. Il coûte 150 francs. Coûte 150 francs, donc on peut toujours se le procurer, je suppose, oui, non? bien sûr. Et puis peut-être à notre ami Michel de Poncinq, donc catholique pour les libertés économiques. Quelle est l'adresse, Michel? C'est 5 rue Dufresnoy, 75 116 Paris. Voilà, c'est l'Association catholique pour les libertés Et économiques. puis alors vous nous faites des infidélités, vous avez une radio maintenant, ce qui paraît? Oui, c'est radio-silence.com, donc c'est une radio sur Internet, radio-silence.com. C'est différent de Radio Courtoisie, c'est pas une concurrence parce que c'est un concept différent. On émet tous les jours, on a des auditeurs dans le monde entier puisque Internet permet d'être entendu dans le monde entier. Il y a déjà une dizaine de personnes qui travaillent à la radio, il y en aura peut-être 100 dans 10 ans, mais avec beaucoup d'auditeurs. Mais c'est très beau le titre Radio Silence, je trouve ça c'est quand même Voilà, extraordinaire c'est pour une parce radio. que nous opposons au tintamarre des autres radios, mais Radio Courtoisie s'oppose aussi au tintamarre des autres radios. Merci Maître Patrice Simon, merci Michel de Poncinq de cette visite, de cette présentation. J'espère que nous reprendrons le débat. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord avec vous, puis d'autres peut-être moins. Mais ça, il faudra qu'on en discute. C'est ça la liberté. Voilà, c'est ça la liberté. Et puis c'est peut-être ça aussi l'intérêt des auditeurs de Radio Courtoisie, c'est d'entendre aussi des débats de qualité et en toute courtoisie. Je crois que ça c'est très très utile. En tout cas, bravo pour ce prix qui me semble bien mérité. Merci.